commencer, je voulais juste rappeler quelques chiffres clés pour poser un peu le contexte de la copropriété. Donc en Isère, on a à peu près un logement sur deux qui relève du statut de la copropriété. On a près de 13 000 copropriétés qui sont immatriculées au registre national des copropriétés, donc c'est 65% d'entre elles, donc à peu près un tiers qui ne sont pas immatriculées. Près de 60% qui ont été construites entre 75 et avant 75 et 20% sur la période 46-75 où on sait que les enjeux et les potentiels en termes de rénovation sont plus importants. Ça fait à peu près 3 000 copropriétés. Et on a près de 70 000 logements qui sont situés dans des copropriétés potentiellement étiquetées E, F ou G. Donc on voit que ça représente un vivier important et que ces copropriétés sont des cibles essentielles des politiques de rénovation dans un objectif de massification. On a des ambitions qui sont assez élevées, qui sont fixées notamment dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, qui fixe un objectif à horizon 2050 et qui nécessiterait de rénover environ 120 000 logements par an à l'échelle nationale. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 52 000, en tout cas c'était les chiffres de 2023, donc on voit qu'il y a encore des grosses ambitions et des gros besoins. Et pour autant, on est quand même dans un contexte qui est favorable à la rénovation. On voit qu'il y a de nombreuses copropriétés qui se lancent, qui font aussi, qui montrent l'exemple et qui incitent d'autres copropriétés à aller vers de tels travaux. On est dans un contexte d'augmentation des charges aussi qui peut inciter les propriétaires à aller vers la réalisation de tels travaux. Récemment, on a la loi Climat et Résilience aussi qui interdit à la location les passoires thermiques, donc qui est déjà le cas pour les logements étiquetés G depuis le 1er janvier 2025, qu'il sera pour les logements étiquetés F à partir de 2028, et des propriétaires bailleurs qui commencent à être des moteurs dans ces politiques et ces travaux de rénovation, ce qui n'était pas forcément le cas avant. La notion de valeur verte aussi qui se développe, à savoir donc le gain de valeur du bien en fonction de sa performance énergétique. Donc on est dans une logique aussi de valorisation et c'est aussi un moteur supplémentaire pour engager de tels travaux. Et au-delà des problématiques de rénovation, on voit que les copropriétés revêtent aussi des enjeux d'adaptation au changement climatique avec le confort d'été qui s'affirme et qui fait l'objet de nombreuses attentes, notamment de la part des habitants. Adaptation au vieillissement. Donc on voit qu'il y a des gros enjeux autour de ces copropriétés. Et au cœur de tout ça, les syndics de copropriété qui gèrent la majorité des copropriétés et qui sont de plus en plus attendus pour la réalisation de tels travaux. Donc on est très heureux de pouvoir échanger aujourd'hui et bénéficier d'un retour d'expérience d'un syndic de copropriété, donc de Pluralis Habitat, sur la manière dont la profession s'adapte, intègre le défi de la rénovation et de l'adaptation des logements à ces pratiques. Donc, pour commencer, peut-être une petite question de présentation un peu globale. Est-ce que vous pouvez présenter Pluralis et les spécificités d'un syndic solidaire? Oui, bonjour. Du coup, Pluralis, c'est une enseigne qui comprend plusieurs sociétés dans laquelle se trouve le foyer de l'Isère. On est une coopérative HLM qui existe depuis 1950 avec deux métiers principaux qui sont la promotion immobilière pour les, les personnes en accession sociale et un métier de syndic qu'on exerce par continuité en fait pour apporter un suivi à nos propres productions. On gère actuellement 105 copropriétés, un peu plus de 3000 lots. Et au fil du temps, au-delà de nos propres productions, on s'est développé vers d'autres copropriétés issues de l'accession sociale et puis maintenant des copros privés classiques. On essaye d'avoir un fonctionnement à taille humaine. On est une agence locale avec 8 collaborateurs et ça nous permet d'être vraiment au plus proche de nos copropriétés. La notion de syndic solidaire, elle se traduit pour nous par la volonté d'accompagner les primo-accédants avec une petite formation qu'on leur met à disposition et un temps de questions-réponses pour essayer de les armer au mieux pour comprendre un petit peu le monde de la copropriété. C'est pas évident. C'est souvent des gens issus du logement social, donc on les accompagne dans un parcours résidentiel. Et ça, c'est en lien avec notre ADN Pluralis, puisque la plus grosse société de l'enseigne est un bailleur social. Donc on a cette volonté vraiment de suivre les habitants depuis leur premier logement jusqu'à l'accession à la propriété. Ces portefeuilles à taille humaine, ils nous permettent d'avoir des collaborateurs que l'on forme tout au long de leur parcours. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, sur le syndic solidaire, on a à cœur de vraiment regarder l'évolution des contrats. On a des coûts moyens pour chaque type de prestation et on s'assure que ces contrats soient tout le temps maîtrisés. On accorde aussi une grosse importance au travail avec les fournisseurs parce qu'on se rend compte que si on est bien entouré, les choses avancent beaucoup mieux. Et être bien entouré, c'est aussi une responsabilité qu'on porte, c'est-à-dire qu'il faut que ces fournisseurs, on les accompagne.
Il ne s'agit pas de les envoyer sur les copropriétés, de les laisser livrer à eux-mêmes avec une fiche mission qui ne veut rien dire. Donc on met systématiquement en place un référent sur site où on se déplace, mais en tout cas on ne le laisse pas avancer à l'aveugle. Et vraiment, ces fournisseurs, pour nous, c'est un panel qui permet le bon fonctionnement. On est aussi au plus proche des institutions, on essaye de s'intégrer le plus possible dans les réunions avec la GUSP, connaître un peu les problématiques de l'environnement dans lequel on intervient, et puis une bonne connaissance des dispositifs d'aide publique. Et pour finir, voilà, un travail sur les impayés qui va être un petit peu en dentelle. On fait presque du cas par cas pour essayer de faire en sorte d'avoir le moins de situations d'impayés possible. Et tout ça, pour nous, c'est les valeurs portées par le syndic solidaire. Et vous êtes aussi certifié syndic de redressement depuis 2021. Vous êtes les seuls en Isère. Donc, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que ça implique? Oui, alors la certification CALISR, syndic de prévention et de redressement, a été mise en place il y a quelques années pour que les institutions puissent identifier les syndics qui portent ces valeurs-là. Donc un référentiel a été mis en place avec 45 items pour permettre aux syndics de suivre un process qui soit un peu défini et clair et qu'on réponde à cette charte-là. On était déjà inscrit finalement dans ce fonctionnement puisqu'on travaille sur beaucoup de copropriétés fragiles. On a des municipalités ou des opérateurs qui venaient régulièrement nous solliciter pour accompagner ces copropriétés. Et on s'est rendu compte au fil du temps qu'on appliquait déjà un grand nombre de points de ce référentiel. Et donc ça prenait vraiment du sens que de passer de cette certification pour mettre en avant le travail qui était déjà réalisé par les équipes. Donc chaque année, on a un audit de suivi et un audit de certification, de renouvellement de la certification tous les 3 ans. Donc ça, c'est bien inscrit maintenant et ça nous a permis finalement de mettre par écrit des process qu'on appliquait déjà, mais qui maintenant sont beaucoup plus clairs pour tout le monde dans l'équipe. Et on l'a vu, il y a de plus en plus d'attentes, de gros enjeux en termes de rénovation thermique. Est-ce qu'on a des évolutions réglementaires qui sont de plus en plus nombreuses? Au regard de tous ces enjeux, est-ce que vous diriez que le métier de syndic évolue ces dernières années et de quelle manière? Il y a une tension assez forte qui est appliquée sur les syndics. On a un métier pour lequel la réglementation évolue, je ne vais pas dire quotidiennement, mais on a des textes qui paraissent vraiment régulièrement, donc une obligation de se tenir à jour. Un métier qui est de plus en plus encadré aussi, et puis des nouveaux dispositifs à appréhender, à comprendre, le DTG, les audits énergétiques, le PPPT, et puis derrière les enjeux de rénovation thermique qui sont à chaque fois des nouveaux dispositifs à comprendre. On a une digitalisation massive du métier également, avec la mise en place des outils, extranet, carnet d'entretien, un nombre de mails qui devient exponentiel. On a du mal à faire face au flot et des attentes de la part des copropriétaires qui sont finalement de plus en plus exigeants en termes de rapidité de réponse. Il faudrait être dans l'instantané. Ils posent leurs questions sur la plateforme et voilà, c'est assez compliqué pour nous à gérer par rapport au volume. Et puis, il y a une prise de conscience collective des enjeux finalement écologiques et économiques avec l'aggravation du coût des charges. Tout le monde s'interroge quand même sur ce qui est possible de faire. Et là, le syndic se transforme du coup en pilote de projet, coordinateur de travaux. On a besoin de connaître les référentiels thermiques, d'analyser tous les scénarios de travaux possibles et puis d'être des monteurs d'opérations financières parce qu'à chaque fois, il y a une complexité telle qu'il faut aller chercher des sources de subventions, de financement, de travailler des restes à charge. Voilà. Donc, on a des nouvelles casquettes qui sont devant nous et des défis en termes de pédagogie pour expliquer tout ça aux copropriétaires. Et si on fait le lien avec ces opérations de rénovation thermique, quels sont aujourd'hui, selon vous, les principaux freins et leviers pour réaliser de telles opérations? Aujourd'hui, une rénovation thermique, on dit qu'elle met 5 ans à mûrir entre le moment où on commence à l'évoquer et le moment où on démarre les travaux. Donc c'est extrêmement long. En 5 ans, les dispositifs évoluent. Donc ce qui était vrai au début n'est plus forcément vrai à la fin de l'opération, à la fin du montage de l'opération.
Il y a beaucoup de freins financiers également à lever, parce que cette phase d'étude préalable pour obtenir ne serait-ce que les devis, elle a un coût. Il faut prendre un maître d'œuvre, parfois un géomètre si on veut travailler sur des surélévations, par exemple. Et donc tout ça, il faut le préfinancer sans savoir si, in fine, on ira bien au bout du projet. Donc là, déjà, les copropriétaires montrent parfois une réticence à avancer. Ils ont déjà dû financer au préalable un audit, un DTG ou un PPPT, donc on augmente ces coûts d'études. Voilà. Et puis ensuite, il y a une vraie inquiétude au maintien des subventions. Est-ce que si on vote le projet maintenant, on obtiendra effectivement toutes les subventions évoquées? Est-ce qu'on obtiendra le prêt immobilier qui permettra de financer les restes à charge? Est-ce qu'on va pouvoir, alors on a la chance de pouvoir bénéficier des avances de subventions grâce à Procivis, mais voilà, ça reste malgré tout pour les copropriétaires parfois une inquiétude. Et puis cette complexité de faire appel aux banques, hein. Aujourd'hui, on a seulement deux opérateurs possibles, la Caisse d'épargne Île-de-France et Domo Finance, avec des temps d'attente sur l'instruction des dossiers qui sont parfois d'1 an. Donc, une fois que les travaux sont votés, qu'on monte le dossier, on est encore dans l'attente de savoir si on aura bien les financements prévus. Donc tout ça, c'est des freins qui font qu'on a beaucoup de mal à faire sortir les opérations de terre. Et puis des restes à charge qui, malgré tout, sont passés de 20 000 à 35 000 euros aujourd'hui sur des ravèlements en ITE. Enfin, moi, j'en suis là avec réfection de toiture. Voilà, dès qu'on fait un petit bouquet qui permet d'atteindre les 35% d'économie d'énergie, on évite aux 30-35 000 euros. Et une dernière chose, c'est les entreprises qui se montrent aussi parfois frileuses à répondre quand elles sentent qu'on va sur des gros dispositifs subventionnés. Elles savent que le montage financier va être complexe et qu'elles vont avoir du mal parfois à obtenir le paiement de leurs factures, pas parce qu'on ne veut pas les payer, mais parce qu'on est nous-mêmes en attente de versement. Donc j'ai des entreprises qui aujourd'hui réfléchissent avant de répondre ou en tiennent compte dans leurs coûts aux travaux. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur Procivis pour qu'est-ce que ça implique, quel est l'avantage d'y avoir recours? Oui, alors Procivis, je ne sais pas si on le présente ou si c'est assez connu. Non, pas bien. Je veux bien que tu m'aides là-dessus. Donc Procivis, c'est un réseau national qui a une forme juridique qui s'appelle des SACICA, Société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété. Et au niveau du réseau, c'est connu sous le nom de Procivis. Nous, la déclinaison locale, c'est Procivis Alpes-Dauphiné, dont le foyer de l'Isère fait partie, mais également Pluralis et un certain nombre d'acteurs, dont un promoteur privé qui est Plurimo, dont les résultats remontent dans Procivis et permettent de financer ce qu'on appelle cette activité mission sociale qui vise à accompagner les politiques locales de l'habitat et notamment tout ce qui concerne la sortie de précarité énergétique et l'avance aux copropriétés. Donc c'est là où on fait un lien avec ces éléments-là. Donc on intervient comment? Donc cet engagement qu'on a pris collectivement au niveau national avec l'État, c'est d'accompagner à hauteur de 500 millions d'euros les avances de subventions ou les prêts restent à charge sur les copropriétés. C'est 500 millions et s'étale de la période 2023 à 2030. Et pour ce qui nous concerne, c'est 12 millions sur cette même période. Donc on intervient en ayant préalablement signé des conventions avec les EPCI ou la métropole en l'occurrence. Et on finance en fait les subventions qui vont être accordées à ces projets, mais qui ne sont pas débloquables immédiatement. C'est-à-dire qu'elles sont débloquées à l'issue des projets et de la réalisation des travaux. Donc on met en place ces avances qui sont sans frais, sans taux d'intérêt, et sur des durées en général de 2 ans, qui permettent à des copropriétaires modestes et très modestes, dans les plafonds de l'ANA, de ne pas faire cette avance-là, qui de toute façon sera réglée par les subventions. Voilà, ça évite de faire de l'avance de fonds et c'est un vrai facilitateur pour enclencher les travaux.
Oui, parce que dans une opération de rénovation thermique, il y a 30% des subventions qui ne sont perçues qu'une fois qu'on a fini de payer toutes les factures. Donc ça voudrait dire que les copropriétaires devraient faire l'avance de 30% du solde de subvention. Et ça, c'était un vrai frein. Le préfinancement Procivis facilite énormément la prise de décision quand on en est au bout. Voilà. Et on avait un exemple de travaux qui ont été menés. Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Oui, on est intervenu sur 5 OPA du quartier Renaudy à Saint-Martin-d'Air. Donc, on a essayé d'illustrer en quelques photos. On avait un enjeu patrimonial important puisque c'est une architecture remarquable et une très forte dégradation des bétons avec l'impossibilité d'isoler thermiquement par l'extérieur pour différentes raisons, notamment l'angle des arêtes bétonnées qui ne permet pas du tout l'accroche d'une ITE. Donc, il fallait à la fois atteindre les 35% d'économie d'énergie sans isoler par l'extérieur. Voilà, donc on avait un gros défi devant nous et c'est des opérations qui ont été fortement subventionnées parce qu'on est face à un public paupérisé qui n'avait pas du tout la capacité de faire face au coût moyen par logement qui était de 120 000 € quand même. Voilà, donc pratiquement plus cher que la valeur des logements. Mais une volonté, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, de ne pas démolir, de chercher à rénover malgré tout. Donc, il y a 18 copropriétés sur le secteur qui vont faire l'objet de ce même type de dispositif travaux. Et on a aussi cherché à intégrer du confort d'été, parce que c'est vraiment une demande qui est forte. Et chez nous, ça s'est traduit par la mise en place systématique de moustiquières dans les volets roulants pour permettre aux habitants d'ouvrir les zones au nord l'été, faire rentrer un peu de fraîcheur, végétaliser toutes les toitures terrasses et les toitures jardins, mettre des brasseurs d'air dans les appartements, mais avec la complexité juridique que ça comporte, parce qu'on n'est pas sur des travaux subventionnés, on n'est pas sur des travaux qui rentrent dans le champ des parties communes ou des travaux privatifs d'intérêt collectif. Donc parfois, il a fallu trouver des stratégies pour permettre le vote quand même. Et puis bien sûr, travailler sur la régulation du chauffage, ce genre de poste. Donc on sent qu'il y a des enjeux importants, mais pas toujours les dispositifs adaptés et puis des coûts travaux qui sont vraiment prohibitifs. On s'était posé la question aussi de faire un cool off là, sur la peinture blanche sur les toitures. Mais finalement, le temps de retour sur investissement est peu pertinent parce qu'il faut entretenir et repeindre très régulièrement ces toitures pour que ça reste efficace. Donc, c'est vraiment la végétalisation qui a été préférée, choisie. Je ne sais plus si... Voilà le rendu aujourd'hui. Ça a permis le maintien dans les logements de plusieurs copropriétaires qui envisageaient de partir ou de faire du Airbnb. Une fois qu'on a eu réhabilité, on s'est rendu compte qu'on avait maintenu vraiment les personnes dans leur habitat. Il y a une enquête également qui est menée par la chaire Hope pour identifier un petit peu ce que ça a donné en termes de santé mentale et physique des habitants pour vérifier si finalement l'apport de subventions important sur ces opérations a eu des effets sur la santé. Et on attend le retour, parce que les premières opérations ont été terminées il y a bientôt 4 ans. Donc c'était quand même sur du temps long qu'il fallait qu'on analyse tout ça. Mais on le ressent au fil des assemblées générales, qu'on a un public beaucoup plus serein, qui n'a plus besoin de faire face à des travaux d'urgence perpétuels. Voilà, donc c'était important d'aller vers ces rénovations. Et en termes de perspectives et d'enjeux à l'avenir pour les copropriétés, on a déjà commencé à évoquer la question du confort d'été. Est-ce que vous en identifiez d'autres ? La surélévation, c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La loi nous apporte des contraintes aujourd'hui. Il faut qu'on étudie d'autres options possibles. En copropriété, on sent que c'est encore un sujet assez difficile. On a du mal à traverser. Ils sont moins sensibles à cette tension foncière. Une fois qu'ils ont acheté leur appartement, pour eux, voilà, ce qui va les préoccuper, c'est plus leur confort personnel. Donc on sent qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire pour avancer sur ces sujets. Et puis ce préfinancement de la phase étude de faisabilité où voilà, pour l'instant c'est un frein vraiment important.
Et pour autant, c'est peut-être les enjeux du futur que de pouvoir étudier ces solutions-là.